Bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre le petit pointeur ici. Donc, je vous emmène un peu ailleurs ce matin. Comme le disait Luc, je vais vous présenter des résultats qui sont davantage qualitatifs. Je vous amène un peu ailleurs aussi dans des milieux qui sont moins souvent regardés dans le cadre des études sur la conciliation travail-famille, soit ceux où les gens ont de faibles salaires et aussi des horaires atypiques. Et là, c'est bien parti, mais je tiens à vous avertir que parfois, mon enthousiasme fait emballer mon débit minute, donc ça se peut que je parle rapidement. Et si jamais je dois passer trop vite sur certaines choses, il y a toujours une période de discussion à la fin pendant laquelle vous pourrez me poser des questions. Donc, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vraiment vous présenter des stratégies que des travailleurs et des travailleuses déploient face à l'inflexibilité de conditions de travail. Et de rendre compte également de ce caractère dynamique-là. Donc, qu'est-ce que les gens font pour s'organiser par rapport à la conciliation travail-famille? Parce que la flexibilité, on en a parlé beaucoup, on en parle beaucoup en lien avec la conciliation, mais la flexibilité pour qui? Quand on regarde les horaires qui sont imposés, variables, avec des heures de début et de fin qui sont déterminées par l'employeur, ils sont flexibles, mais pour lui principalement, et pas nécessairement pour les gens qui les subissent. Et ce qu'il faut tenir en compte, c'est que ces formes d'horaires-là sont souvent associées avec une marge de manœuvre limitée qui est liée aux caractéristiques de l'emploi dans lesquels on les retrouve souvent. Nous, on s'intéresse particulièrement aux emplois où il y a les horaires atypiques imposés, mais aussi où il y a un faible salaire, où souvent également c'est associé à un faible contrôle sur le travail lui-même, qui est établi par le mode d'organisation du travail, qui est aussi peu flexible par rapport au lieu où il peut être pratiqué. Parce que, bon, faire du nettoyage dans le secteur des transports, on ne peut pas amener ça à la maison, ni quand on est caissière d'épicerie, par exemple. Également, il faut tenir compte que c'est dans un contexte d'intensification et de précarisation des emplois. Il y a plein d'enjeux qui sont liés à l'augmentation de la pénibilité, de la charge de travail, également des coupures qui sont faites dans ces milieux-là. Donc, tout l'attachement à la sécurité d'emploi sont des questions très présentes au cœur des préoccupations des personnes. Également, les caractéristiques sociodémographiques des gens, ça vient tout s'articuler ensemble. Je prétends pas vous annoncer des choses, mais la prise en compte du genre par rapport à la division sexuelle du travail, on en a parlé. Il arrive fréquemment que des horaires et ces conditions-là sont dans des milieux où il y a une concentration de femmes, par exemple dans le secteur des services, mais aussi ce sont des emplois qui vont être occupés par des personnes immigrantes qui arrivent. Et donc, ça crée des enjeux de rapport interculturel dans les milieux par rapport à la communication, mais aussi à la littératie et les enjeux de connaissance des droits, par exemple, qui posent des défis dans les milieux où il y a des syndicats, par exemple. Et donc, je fais un rapide survol, mais ce sont toutes des dynamiques qui vont entrer. Je rajouterai aussi la notion de l'âge et des solidarités intergénérationnelles. Quand on est en présence de pénibilité au travail, il y a les enjeux de conciliation pour les plus jeunes travailleurs, mais on est également en présence de travailleurs âgés qui vont avoir envie de se protéger également la santé. Et donc, ça peut créer des conflits dans les milieux de travail. On a été témoin de ça. Donc, on est dans une forme de décalage où les horaires posent des défis pour l'accès aux services qui pourraient faciliter la conciliation, qu'on pense aux services de garde, par exemple, mais aussi un décalage par rapport au soutien social. Souvent, les gens nous rapportent qu'ils sont complètement déphasés des personnes qui pourraient les soutenir dans le hors-travail, la famille, les amis, etc. Et un décalage également dans le pouvoir dont ces gens-là disposent dans les milieux de travail. Donc, quand on regarde les stratégies pour articuler famille et horaires atypiques, on remarque d'importantes différences, de toute évidence, qui sont associées à des ressources et à des contraintes dans les milieux de travail et dans la famille qui sont différentes que dans les milieux professionnels qui ont été largement étudiés. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les pratiques dans les milieux, elles sont surtout informelles et souvent à la discrétion du supérieur. Parce qu'il n'y en a pas de mesures souvent dans ces milieux-là pour faciliter la conciliation et ça relève beaucoup d'arrangements entre un employé et son employeur. Donc, à l'intersection de la famille et du travail, à cause de toutes les questions posées par les horaires, les exigences physiques du travail où on doit se protéger aussi physiquement, les défis de soutien entre collègues parce que les ressources qui peuvent faciliter la conciliation sont rares et donc disputées parfois dans les milieux. On en a parlé un peu hier que ça pouvait poser des défis.
et également l'impact financier de dire, ben moi, je vais me négocier un peu de flexibilité dans mon travail et peut-être me rendre moins disponible. Ça implique que je vais avoir moins de revenus et ça peut mettre en jeu ma conciliation qui est aussi financière si j'ai à supporter les besoins de ma famille. Donc, c'est une question à la fois de santé et de survie financière parfois pour ces gens-là. Donc, la contribution qu'on veut avoir avec notre approche qui allie l'ergonomie et la communication, eh bien, c'est de rendre compte, de rendre visibles les stratégies des personnes dans les milieux en allant à la fois observer le travail réel, mais aussi les relations interpersonnelles qu'entretiennent les gens entre eux, entre collègues, avec leurs supérieurs, avec le syndicat, avec d'autres acteurs de l'organisation, pour aller voir comment s'articulent les défis et les tensions, qu'est-ce qu'ils parviennent à mettre en place pour se dégager, ou en fait, qu'est-ce qui affecte leur marge de manœuvre pour concilier travail et famille. Et ça permet de rendre visibles certains mécanismes qui vont intervenir entre les facteurs de risque et les effets sur la santé du conflit travail-famille dont on a parlé dans les derniers jours. Et donc, dans notre cas, bien, effectivement, on adopte la perspective de l'articulation, mais aussi, il y a des travaux qui commencent à être de plus en plus présents chez nos voisins américains, chez nos voisins aux États-Unis, d'une définition plus relationnelle de la conciliation travail-famille, du work-family balance, où, oui, il y a un conflit de rôles, mais que ces rôles-là sont négociés avec les gens dans notre entourage. Donc, c'est une perspective qui est intéressante, qui commence à émerger de plus en plus, de le regarder dans une dynamique plus interpersonnel que strictement individuel. Donc, je vous présente, sans plus tarder, les résultats de 2 recherches en partenariat. Mes travaux à moi s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat de longue date entre le Symbiose, le centre de recherche auquel j'appartiens, l'UQAM, et à travers le service aux collectivités, donc le protocole d'entente avec 3 centrales syndicales qui nous permettent de réaliser, à la demande de nos partenaires, des projets de recherche où on co-construit sur la demande faite initialement, toute la démarche de recherche, finalement. Donc, j'ai retenu les 2 cas dans le marché d'alimentation et dans le secteur des transports, bon, d'un, parce que j'étais impliquée dans ces 2 projets, mais j'ai vu, à travers 2 modes d'établissement d'horaires atypiques, des similarités et des différences également que je trouve intéressantes de vous partager aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous parler, c'est des stratégies d'utilisation dans des milieux où il n'y avait rien d'offert finalement pour la conciliation. Donc, le premier milieu, les marchés d'alimentation, j'ai emprunté cette petite grille. On travaille toujours dans des équipes interdisciplinaires. Moi, je vous présente les résultats du volet qualitatif. Il y avait eu des questionnaires distribués par l'équipe en ergonomie qui demandaient aux gens quel était votre horaire de travail cette semaine. C'est vraiment la personne qui avait dessiné l'horaire qu'elle avait occupé. Elle avait barbouillé la petite face fâchée et les bulles devraient être associées à sa tête où elle disait « Je travaille vendredi soir, mais j'en voulais pas de cet horaire-là ». Donc, l'objectif de base dans le secteur des marchés d'alimentation, c'était vraiment d'aller documenter les difficultés, mais aussi quelles mesures formelles étaient offertes, quelles étaient les pratiques informelles des travailleurs, des travailleuses de conciliation emploi-famille. On a fait un appel à tous. Sans grande surprise, ce ne sont que des travailleuses qui se sont portées volontaires pour réaliser les entrevues avec nous. On a obtenu les données à travers 30 entretiens semi-dirigés dans 9 établissements différents de différentes bannières établis entre Montréal et Québec. Et donc, on a pu interroger 13 travailleuses, des caissières et des commis d'épicerie dans différents départements spécialisés. Également, 6 gestionnaires qui occupaient un rôle soit de propriétaire, soit de directeur ou directrice de bannière, dans le fond, qui étaient employés du bureau-chef et d'une personne responsable de faire les horaires. Et on avait également le point de vue de 11 représentantes et représentants syndicaux qui avaient sous leur responsabilité les établissements qui participaient à l'étude. Donc, ça nous a permis de trianguler, de voir les trois regards sur la conciliation. Leur façon de punir, c'est les horaires. Donc, ce qu'on a d'abord obtenu, ce que je tiens à vous présenter d'abord, c'est que le mode d'établissement des horaires dans les marchés d'alimentation, les gens reçoivent leur horaire le vendredi pour la semaine qui commence le dimanche, donc 48 heures à l'avance. Et c'est la surprise quand c'est affiché, généralement, c'est l'horaire que tu auras la semaine prochaine. Et de là découle tout un balai de « j'appelle la gardienne », finalement, ce n'est pas le congé que je pensais avoir demandé, je ne l'ai pas obtenu. Comment on fait pour s'organiser?
En apparence, ce processus-là, il est neutre parce qu'il est établi à partir d'éléments qui sont conventionnés. Qu'est-ce qui est conventionné? Bien, d'abord, c'est le nombre d'heures travaillées selon que tu es un employé à temps partiel ou à temps plein, mais aussi l'obligation d'être disponible selon certaines formules en fonction de ton statut. Si tu es travailleur à temps partiel, bien évidemment, tu dois être disponible les soirs et la fin de semaine. Travailleur à temps plein, tu dois quand même offrir une certaine disponibilité également dans ces paramètres-là. Ça dépend des conventions collectives. Mais néanmoins, il y a des éléments qui sont établis et également le nombre d'heures de repos entre 2 quarts de travail. Ce que les gens nous partageaient tout de même, et ça c'était aussi présent dans le discours des représentants syndicaux, c'est qu'il y avait une perception d'injustice et d'arbitraire patronal autour de ce qui n'était pas conventionné, qui était à la discrétion du gestionnaire responsable de faire les horaires et qui laissait transparaître parfois certains rapports privilégiés qu'avaient des personnes qui avaient moins d'ancienneté, mais qui se retrouvaient à travailler sur ce qu'on percevait comme de meilleurs quarts de travail. Et donc, ce qui n'était pas conventionné, c'était quel jour est travaillé et quelles sont tes journées de congé. Est-ce que je te donne une journée de congé, en fait 2 journées collées ou une journée le mardi et l'autre le dimanche? Ça, ce n'était pas établi. Également, l'heure de début et de fin du quart, on s'entend, je pense que, en tout cas, moi j'en suis une et j'essaye de faire attention, mais mon horaire me permet d'aller faire l'épicerie après mon travail, souvent, donc vers 6 heures, qui est aussi la période où je vois plein d'autres travailleurs qui ont travaillé dans la journée. C'est l'heure qui est la plus achalandée. Dans les milieux, ils appellent ça le happy hour, le 4 à 7. C'est pas toujours happy pour les travailleurs et travailleuses qui ont des familles, parce que c'est l'heure qui est aussi souvent la plus compliquée où, bon, c'est la course à la garderie, le souper, vous le savez. Donc, c'est l'heure aussi où les gestionnaires vont aimer avoir leurs employés les plus expérimentés, capables de passer beaucoup de clients. Donc, une travailleuse qui a plus d'ancienneté peut se retrouver néanmoins à travailler de midi à 20 heures, par exemple, et percevoir qu'elle est défavorisée malgré une ancienneté élevée. Ce qu'on a remarqué également, c'est qu'il y avait plus de marge de manœuvre pour les départements spécialisés qu'aux caisses. On s'entend que d'une part, c'est influencé par la loi sur les heures d'ouverture des commerces qui impose un certain nombre d'employés après certaines heures. Mais ce qu'on a remarqué également, c'est le fait que les départements travaillaient en petites équipes et qu'il y avait une plus grande proximité avec le gestionnaire. Dans ces départements-là, parfois, il y avait moyen de négocier l'horaire pendant toute la semaine. Le gestionnaire laissait la feuille sur le comptoir et les employés venaient dire un peu, bien moi, j'aurais besoin, tu sais, ils pouvaient s'arranger entre eux pour arriver à un horaire qui était, somme toute, travaillé par l'équipe. Tandis qu'aux caisses, à cause de toutes les exigences posées par l'organisation, également la plus faible proximité avec le gestionnaire faisait en sorte qu'il y avait moins cette latitude-là également. Et aussi, bien, par la quantité d'heures à couvrir, il y avait moins moyens, il y avait moins de jeux pour travailler ça. Et aussi, il y avait la présence de clients dans l'interaction. Les clients sont souvent toujours présents. Et finalement, dans la façon dont sont organisés les kiosques de caissière, la facilité d'interagir est moins évidente également. Donc, ce qu'on voyait surtout, c'était de s'organiser sans trop en parler, finalement, à cause de la menace d'être puni par l'horaire. Donc, est-ce que les échanges d'horaires entre collègues étaient permis? Non, ce n'était pas permis par la Convention, mais quand ça se faisait de façon à ne pas pénaliser les niveaux de service, c'était toléré. Mais encore là, c'était une règle floue, c'était toujours menacé d'être interrompu, finalement, s'il y arrivait des problèmes. Ce qu'on voyait beaucoup parmi les discours des travailleuses, c'était des dynamiques de donnant-donnant. Et ça, on l'a vu aussi dans le discours des gestionnaires et des représentants syndicaux. Gestionnaire, si quelqu'un m'en donne, je vais avoir tendance à lui en redonner plus également. Et ça se traduisait dans le discours des travailleuses en disant, bien moi, je joue le jeu. Je suis toujours disponible, je donne mon 100 et quand je vais demander congé au patron, il risque de l'accepter, de me le donner. Tandis que si je demande toujours d'avoir mon dimanche soir de congé, j'ai l'impression qu'à la longue, je vais le tanner et qu'il va finir par me le donner. Et ça me mettrait vraiment en problème. Donc, j'essaie de m'organiser le plus possible et de ne pas trop en parler. Quelques rares travailleuses ont mentionné s'impliquer avec le syndicat comme façon de dénoncer les injustices et de servir de rôle de vigie un peu. Mais c'était vraiment 2 travailleuses qui occupaient le rôle de délégué syndical et c'était des exceptions dans les discours. Ce qu'on voyait beaucoup, c'était se résigner, finalement, d'accepter l'état de fait qu'il n'y avait rien à faire, que rien ne pouvait être changé, que leur milieu de travail était inflexible et sinon se retirer. Il y avait beaucoup d'exemples donnés d'anciennes collègues qui avaient dû quitter faute de pouvoir s'adapter ou par épuisement finalement de leurs ressources à pouvoir se maintenir dans le milieu. Donc, il y avait beaucoup de ça. Donc, on a l'impression qu'on a rencontré des travailleuses qui vivaient de grandes difficultés, mais qu'on a aussi pas été témoins des plus grandes difficultés parce que ces personnes ne pouvaient tout simplement pas se maintenir dans les emplois.
Donc, ce qu'on voit, c'est que les stratégies, elles étaient surtout individuelles, informelles, voire clandestines. Il y avait beaucoup de tabous et de secrets autour des arrangements de conciliation travail-famille. On voyait que telle travailleuse avait obtenu ses fins de semaine de congé, mais on s'était fait dire pose pas de questions. Et là, bien, ça affectait les rapports avec les collègues. Il y avait de la surveillance, de l'inquiétude, de l'envie aussi. Ça, c'était dans les milieux où ça allait moins bien. On a eu quelques exemples de milieux où ça allait mieux, où les décisions étaient expliquées. Et par exemple, telle personne a obtenu tel congé parce qu'elle avait un besoin. Et dans ces cas-là, c'était mieux accepté. Mais il y avait beaucoup de cette dynamique-là où les gens, finalement, s'arrangeaient. C'était vraiment en diade avec le gestionnaire parce que c'est ma survie, c'est ma qualité de vie qui prime, donc je vais m'arranger de 1 à 1 pour éviter que quelqu'un d'autre le demande avant moi le congé et que je ne l'obtienne pas finalement. Et cette dynamique-là semblait contribuer à l'invisibilité des enjeux parce que dans les discours des gestionnaires et des représentants syndicaux, il y avait une impression qu'il n'y en avait pas tant d'enjeux de conciliation travail-famille, que les gens parfois se plaignaient des horaires, mais ne disaient pas nécessairement que ça posait de problème pour leur famille. Et donc, bien, tout ça mis ensemble, ce qu'on voyait d'une part, bien, les gens qui ont les plus grandes difficultés quittent, mais aussi les arrangements qui sont un peu cachés et individuels, fait en sorte que sans le vouloir, on contribue à une situation à laquelle on essaie de s'adapter et ça reproduit les enjeux finalement. Donc ça, c'est le regard sur les marchés d'alimentation. Et cette recherche-là nous a permis nous a donné envie finalement de nous intéresser davantage aux dynamiques entre collègues. Et ça a servi de base pour construire la recherche dans le secteur des transports. Quand on a présenté les résultats de la première étude aux syndicats participants, mais c'était devant plusieurs militants syndicaux, il y a eu des milieux qui se sont portés volontaires pour qu'on poursuive la recherche dans leur milieu. Et c'est là qu'on a ciblé un département de nettoyage dans le secteur des transports. Ce que je vous montre, c'est une grille d'horaire. Je ne vous montre que 8 premières lignes des 125 possibilités d'horaire que les gens doivent étudier. Il y a autant de lignes d'horaire comme ça qu'il y a d'employés dans le département. Et donc, les gens doivent dépatouiller que les X, ce sont les journées où je serai en congé, et c'est des rotations en 4-2. Donc, je sais que l'horaire commence le 1er novembre, et là, je dois calculer pour voir est-ce que je vais être en congé à Noël. Et ça, c'est une analyse horizontale. Dans cette grille-là, les gens ont à choisir l'heure de début et de fin de quart. Ils ont à choisir le type de tâches qu'ils vont effectuer. Ce sont tous des codes qui sont cachés là, dans les... je vous fais un peu la légende. Et si on fait une lecture verticale de l'horaire, ça va déterminer aussi avec quels collègues je vais travailler dans mon équipe. Donc, autant de facteurs qui sont présents dans le choix d'horaire. Donc, c'est un milieu où les employés peuvent choisir soit parmi des options qui sont imposées par l'employeur. C'est excessivement complexe. Nous, ça nous a pris à peu près 1 mois et demi à comprendre l'horaire. Donc, on a été amené par le syndicat avec la demande d'améliorer les horaires pour la conciliation travail-famille. Quelques mois d'exploration avec une approche ergonomique, on a réajusté la demande, on s'est rendu compte que les horaires sont collés sur les opérations de transport. Notre marge de manœuvre à nous, elle est limitée. Ce qu'on a regardé avec nos premières observations, c'est qu'on a resitué le mandat, finalement, de regarder comment on peut travailler la marge de manœuvre pour concilier. On s'est rendu compte que tout n'était pas dans le temps de travail pour ces travailleurs et travailleuses-là. Ce qu'on a regardé, c'est la situation du département de nettoyage. Pourquoi? Parce qu'on travaillait en partenariat avec le service de la condition féminine. C'était le département où il y avait le plus de femmes, qui était composé de presque 40% de femmes. Et aussi parce que c'était le département où il y a les horaires étendus 24/7, dans le fond. Les gens, il n'y a jamais de congé. 365 jours par année, 24 heures sur 24, il y a des opérations de transport, des activités de nettoyage à faire. On a réussi, à travers nos différentes formes de collecte, à recueillir des données sur 69 personnes, 41 hommes, 28 femmes. Ça respecte à peu près la proportion de femmes du département. On a eu le point de vue de nettoyeurs et nettoyeuses, de gestionnaires, de représentants du syndicat. La compagnie, sans appuyer notre démarche, la soutenait, je pèse mes mots. En fait, ils toléraient notre présence dans l'organisation et ont toujours été intéressés à recevoir les résultats. À cause d'enjeux de sécurité, ça avait une grande signification pour nous parce qu'on avait besoin d'accès pour pouvoir accéder à des zones sécuritaires particulières. Donc ça a toujours été soutenu, mais on ne peut pas dire qu'après avoir déposé nos recommandations, l'entreprise s'est emparée de notre rapport et a implanté tous les changements. Malheureusement. Mais on se dit qu'on sème des graines tranquillement, pas vite. On est encore dans le milieu, d'ailleurs, présentement. Donc, les données que je vous présente sont basées sur l'analyse thématique de journaux de bord d'observation. J'ai fait 100 heures d'observation de l'activité de travail, de l'activité de choix d'horaire dans le milieu.
pour pouvoir m'insérer dans le milieu, parce que c'est une particularité parfois avec des travailleurs faiblement qualifiés, de gagner la confiance. Donc, j'ai fait le ménage de nettoyage avec ces gens-là. J'ai suivi la formation pour m'insérer dans les équipes. Ça a été fantastique parce que ça m'a permis d'observer les interactions, parce que je pense qu'à un moment donné, ils oubliaient vraiment que j'étais présente en fonction de ce que j'ai pu voir. Donc, ça m'a donné accès à la vie du département également et beaucoup aux dynamiques entre les hommes et les femmes également. Évidemment, mon statut de chercheuse féminine a à voir là-dedans, mais néanmoins, ça m'a donné une perspective intéressante. 25 entretiens semi-dirigés, des volontaires, autant des hommes et des femmes, des hommes qui avaient envie de venir nous parler de la conciliation travail-famille, des personnes également sans enjeu de conciliation liés à la garde d'enfants, mais qui avaient envie de nous parler de ce que la conciliation des autres venait faire dans leur propre vie. C'est très intéressant aussi. Et on a fait l'analyse de réseau d'interaction. Je vais vous donner un petit portrait tantôt de ce que ça dit, ce que ça mange en hiver. Donc, ce milieu-là, à tous les 6 mois, c'est un stress. Donc, c'est un horaire qui change à tous les 6 mois parce que les opérations de transport, l'horaire change. Donc, ils doivent se coller sur ces changements-là. Et comme le travail est fait en équipe, je vous ai montré tantôt la complexité du choix. En fait, le choix d'horaire se fait par an d'ancienneté. Et on voit vraiment, les gens reçoivent les options d'horaire 5 jours avant le choix, le jour de choix officiel. Et c'est une activité, c'est comme dans une ruche d'abeilles d'évaluation en équipe ou seul, d'interaction pour comprendre qu'est-ce qui est offert, qu'est-ce que je choisis, puis après, avec qui je vais travailler. Parce que tu ne sais pas de quoi va avoir l'air ton horaire, ni avec qui tu vas travailler. Parce que d'un 6 mois à un autre, l'entreprise peut choisir de dire, moi, je vais retirer un des quarts du matin auquel les gens sont habitués depuis 2 ans, parce que je trouve que finalement, les opérations vont mieux être servies si je bouge les heures de début et de fin, par exemple. Et si tu te retrouves dans une mauvaise équipe de travail où tu as moins d'affinité, ce que les gens disaient, c'est que ça peut être un très long 6 mois. Ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'il n'y a pas de quart idéal pour la conciliation travail-famille. Le quart de jour, qui pourrait être perçu comme le quart idéal, est de 7 heures le matin à 3 heures généralement. Mais quand tu n'habites pas tout près du lieu de travail, avec la circulation comme on la connaît présentement, parfois il faut partir presque 2 heures avant le quart de travail. Ce n'est pas facile pour la conciliation. Et le quart de soir est celui où il y a la plus grande concentration d'activités de transport. Donc, le quart autour de midi, l'heure de début, et 20 heures la fin, c'est le quart qui est le plus exigeant au niveau physiquement parce que le travail a une cadence très, très, très élevée. Et il y a le quart de nuit également, où là, les opérations de transport sont arrêtées. Donc, les gens ont un plus grand contrôle sur la tâche. Mais ce que l'employeur tend à faire, c'est de déplacer le début du quart de nuit pour qu'il puisse finir plus tard et ainsi couper des quarts de matin. Ce qui fait que le travailleur, avec son rythme biologique, finit par avoir une petite baisse d'énergie là, vers 5-6 heures, mais doit se réveiller parce que les opérations de transport recommencent à 6 heures le matin et ils retombent sur une cadence de travail de jour. Ce qui fait que quand les gens arrivent chez eux vers 10h30, 11h le matin, ils sont incapables de s'endormir. On a rencontré des femmes, entre autres, qui travaillent beaucoup, beaucoup la nuit, parce que travailler la nuit, c'est la seule option pour les mamans, c'est ce qu'on nous a dit, qui roulent pendant leurs 4 jours. C'est des rotations, 4 jours travaillés, 4 jours de congé, qui dorment 3-4 heures par jour, parfois moins quand les enfants sont malades ou qui ont des rendez-vous chez le médecin parce qu'ils en profitent, ils sont disponibles pendant la journée pour les enfants. Donc, c'est ce qui nous était présenté. Il y avait beaucoup des stratégies qui sont liées au temps de travail. Donc, on s'imagine qu'avec des horaires comme ils en ont, le choix du bon type de quart, donc soit de jour ou de soir, parce que le type de travail est plus similaire, ou de nuit, et les besoins de la famille, c'était un grand enjeu. L'échange d'horaire dans ce milieu-là était non seulement toléré, il était soutenu par l'employeur. Il y avait même un système informatique formel mis en place où les gens échangeaient les horaires. Donc, en gros, ce que l'employeur disait, c'était « organisez-vous ». Tant que moi, je n'en entends pas parler, c'est parfait. Donc, cette façon de faire-là était très soutenue. Quand ça, ce n'était pas possible, les gens pouvaient aussi demander des congés pour des raisons familiales. Ce n'était pas toujours certain de l'obtenir. Et plus rarement, demander un accommodement individuel. Ce qu'on a vu dans les équipes de travail, c'était par exemple se faire appeler en plein quart de travail, l'enfant est malade, je dois quitter. C'était très bien toléré dans les équipes. Ils disaient, il n'y a pas de problème, on comprend ça, on est tous une famille. Par contre, quelqu'un qui demandait de systématiquement changer son heure de début de quart de travail et de fin par une demi-heure, ça, c'était moins bien reçu parce qu'à long terme, comme ce changement-là n'était pas compensé dans l'équipe de travail, les pères finissaient par faire sentir à la travailleuse, par exemple, que sa conciliation à elle venait par avoir un poids qui devait assumer sa charge de travail.
On a rencontré une travailleuse avec un enfant qui a des besoins spéciaux, qui avait obtenu ce genre d'accommodement-là au prix d'une longue bataille avec le syndicat, supporté par le syndicat auprès de l'employeur, qui a finalement préféré abandonner son accommodement pour pouvoir se maintenir puis favoriser l'harmonie dans les relations au sein de son équipe. L'autre type de stratégie qu'on a vu en observant l'activité de travail, c'est qu'il y en a beaucoup qui étaient liés à l'exécution du travail. Quand les gens font leur choix d'horaire, je vous l'ai mentionné tantôt, ils ont à choisir le type de tâches qu'ils vont effectuer. C'est en grande partie lié au fait que de jour, les gens reçoivent la planification par un petit ordinateur et ils se font commander. Tu dois aller à telle place nettoyer, telle place nettoyer. Et donc, on a vu que le temps de nettoyage a passé, dans les 2 ans qu'on a été dans le milieu, de 5 minutes à 3 minutes. C'est pas beaucoup, 3 minutes. Tu as presque le temps de rien faire. Pour nettoyer des équipements de transport. Je préfère pas mentionner, mais c'est comme des... Il y a des passagers dedans. Donc, c'est vraiment court. Ils ont le temps de vider une poubelle, mais non. Et ils sont évalués sur la qualité de leur travail. Donc, il y en a beaucoup qui disaient, j'ai écrit satisfaction, mais c'est davantage une fierté. Le travail de nettoyage, c'est pas valorisé socialement. Donc, il y en a beaucoup qui disaient, j'aime mieux travailler la nuit, j'ai plus de temps pour faire mon travail et de bien le faire, parce que je nettoie, c'est pas... Mais au moins, tandis que de jour, j'ai pas le temps de le faire. Et il y avait beaucoup de gestion collective de la charge de travail au sein de l'équipe. Je vais avancer plus rapidement. Je vais essayer de garder un débit décent. Mais il y a beaucoup à dire. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est que les gens, dans le fond, cherchaient à atténuer, c'est ce qu'on a remarqué, atténuer le cumul de contraintes. Donc, oui, il y a un horaire difficile, mais il y a aussi un travail qui est pénible et des rapports entre les collègues qui fait en sorte que c'est une imbrication de stratégie. Ce n'est pas juste lié au temps de travail. Le travail lui-même vient beaucoup, beaucoup jouer dans l'activité de conciliation. Et que ces deux, quand ça fonctionne bien, c'est quand tu es capable d'intégrer les deux, quand tu es capable d'avoir un horaire qui n'est pas si mal, puis de gérer l'exécution de ton travail. Ça dépend beaucoup, beaucoup des relations entre les collègues et de la capacité, dans les relations, à avoir accès à l'information. Donc, je vais passer rapidement, vous pourrez me poser des questions, mais on a fait l'analyse des réseaux. On a demandé à 15 personnes de dire, c'est quoi tes interactions avant de choisir ton horaire, à qui tu parles, puis pourquoi? Et on a fait le réseau de ces personnes-là pour comprendre. Et c'est associé à 3 formes de soutien, au niveau informationnel, au niveau émotif et au niveau instrumental, que les gens cherchaient à prédire leur horaire, à aussi essayer de comprendre les options, parce que ce n'est pas évident, de vouloir partager les émotions, les frustrations sur ce qui était offert, et de collaborer trouver des partenaires pour collaborer et se construire une bonne équipe. Et ce qu'on a vu en analysant les réseaux, c'est qu'il y avait des inégalités qui étaient liées au genre, par exemple, au niveau des femmes. Les gens ont tendance à partager, ça, c'est des théories qui l'ont prouvé, à partager leurs émotions avec des personnes qui leur ressemblent, par homophilie, des personnes de même sexe. Mais des femmes en secteur majoritairement masculin, ils ont à faire plus d'efforts pour trouver des gens qui leur ressemblent pour pouvoir partager leurs émotions. Grande inégalité au niveau de l'ancienneté par rapport au partage d'informations et de collaboration. Et également, il y a des types de corps occupés. L'organisation du travail compromet les capacités d'interaction entre les gens. Il y a des gens qui ne se voient pas pendant des semaines. Donc, ça posait des défis au niveau de la collaboration. Donc, nous, ça nous a donné des leviers pour intervenir, pas juste au niveau des horaires, mais également au niveau de l'exécution du travail et au niveau de l'accès à l'information et des liens entre ces stratégies-là. Discuter rapidement des horaires de cette situation-là, on voit que la marge de manœuvre, elle se situe au niveau du pouvoir. C'est sûr que les résultats que je vous présente, bon, ils n'ont pas ils n'ont pas une portée pour être généralisés, mais je pense que ça peut inspirer quand même des travaux et de faire des liens entre les stratégies de conciliation et l'organisation du travail, de réfléchir à l'impact de la variabilité de la rotation, de l'instabilité des équipes sur la capacité qu'ont les gens à développer des comportements de soutien. Également, quand on amène des idées au niveau des échanges d'horaires, des accommodements individuels, des absences et des retards, des impacts que ça peut avoir sur les collègues aussi, mais de l'impopularité de certains corps. Une travailleuse de nuit avait bien de la misère à trouver quelqu'un pour la remplacer. Le faible salaire également vient jouer dans le fait que tu peux plus difficilement adapter ta disponibilité à tes besoins, aussi choisir de prendre congé, entrer travailler malade. Certaines disaient, j'en ai pas de congé, donc mes congés, je les garde pour mes enfants, donc elles rentraient travailler avec la grippe. La nécessité de combiner un revenu insuffisant avec un deuxième emploi et la composante physique du travail qui affecte vraiment la marge de manœuvre pour concilier également. Les gens cherchaient à se préserver pour avoir encore un peu d'énergie quand ils revenaient chez eux à 20h30, 21h le soir pour pouvoir assumer leurs tâches parce qu'ils étaient vannés par leur journée de travail. Les dynamiques relationnelles, bien, on a vu dans le milieu de l'alimentation, la situation des caissières, qui est un poste surtout occupé par les femmes, était nettement défavorisée par rapport aux autres départements.
Les nettoyeuses qui travaillent la nuit également étaient celles qui reportaient le plus toutes les stratégies en dehors du travail, qui faisaient clairement le double shift dont certains auteurs ont parlé. Et dans un contexte majoritairement masculin, je l'ai évoqué par rapport au soutien. Et également, toutes les inégalités dans l'accès au réseau d'entraide. Le donnant-donnant, il est avec le supérieur, mais il est aussi avec les collègues. Et les personnes qui sont le moins en mesure de donner de soutien dans leur collectif de travail peuvent se retrouver, venir à être isolées et avoir d'autres formes de conséquences pour leur santé. Donc, j'amène des idées vers une flexibilité partagée au niveau de la gestion. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les milieux de travail? Rééquilibrer les besoins de l'entreprise avec ceux des employés, d'en faire des problèmes, de chercher des solutions collectives et de moins regarder ça comme une responsabilité individuelle parce que ça les maintient dans l'invisibilité. Faire attention aux solutions qu'on propose parce que les stratégies, elles sont complexes. Et les travailleuses, nous, on a pensé à amener des solutions, par exemple, en devançant le début du quart de nuit. Et il y a une travailleuse qui nous a dit « ça a tout défait, vous avez tout défait ». Et là, elle, individuellement, on venait de limiter, de contraindre sa conciliation travail-famille, mais pour plusieurs d'autres, ça avait amélioré. Donc, il y a de ça. Mais certainement, améliorer la prévisibilité des horaires, l'information sur les droits, comment choisir son horaire pour que les gens deviennent au moins des experts à comprendre c'est quoi leur temps de travail, et de travailler à la fois sur les conditions pour la conciliation, mais aussi sur la santé et sécurité au travail. Dans des emplois physiques, c'est des enjeux. Donc, voilà, pour nous qui l'étudions, bien, c'est de comprendre que les personnes, peu importe le contexte, elles en ont des stratégies, c'est juste que leur marge de manœuvre est relative aux ressources, aux contraintes de leur milieu, et d'avoir un regard qui est multiperspective, comme nous, on a apporté du qualitatif, mais on poursuit dans le quanti, on va y aller. Ça permet de rendre compte de l'imbrication des stratégies dans d'autres dynamiques, mais aussi de rendre compte de l'effet du temps sur les stratégies. Le soutien, c'est une ressource qui semble s'épuiser dans ces milieux-là. Donc, voilà. Merci.